dans une Donc nous caravane. sommes avec Pascal Mériot, le directeur général du festival de la BD d'Amiens, pour cette 29e édition. Comment est-ce qu'est né le festival ? Alors, on la rectifie tout de suite, donc je suis directeur du pôle, pas du festival. Pôle, Sinon le très festival bien. c'est Sophie. D'accord. Ouais, c'est juste, Alors, c'est important que Sophie elle soit sa direction. On affichera du coup l'organigramme exact du pôle. Oui, ta question c'est sur la naissance de tout Oui, ça. la naissance. Tout ça vient de la frustration. C'est bien connu, c'est la frustration qui fait tourner le monde. Et donc on était en 1995, on était frustrés d'une séance de dédicace, je vais la faire courte, qui aurait dû avoir lieu à Amiens, avec un auteur qui était prêt à venir à ses frais, parce qu'il avait loupé une rencontre auparavant. Et le libraire qui faisait de la bande dessinée à Amiens à l'époque avait dit « Oh non, il va falloir que je bouge des tables ». Et on s'est dit, en prenant un café avec quelques personnes que j'avais croisées qui s'intéressaient à la bande dessinée, que si on se prenait pas en main nous-mêmes, il se passerait jamais rien. Donc on s'est donné un an, en avril 95, pour faire le tour d'un certain nombre de manifestations, et puis essayer de savoir ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas chez les autres, et puis de créer la nôtre, qui a donc eu lieu les 1er et 2 juin 1996. Et puis après, on a été recruter des auteurs, on était 9 dans la version d'origine, dans l'association, et on a été à la rencontre d'auteurs, on a été en particulier en Belgique, dans des festivals le long de la côte, et on a rencontré Julio Ribera, qui a fait une exposition la première année, Baptême, qui a fait l'affiche de la première année, qui a accepté, alors qu'on n'était personne, quoi, de réaliser l'affiche du festival. Et puis on avait un voisin, François Bouc, à Lille, on a été le voir, et avec une exposition sur la cathédrale invisible. Donc on part de ça, on part de l'envie de promouvoir la bande dessinée, de rencontrer des auteurs à Amiens, et puis après ça, déraper. Et le premier endroit, c'était où du coup ? Alors on était au Coliseum, qui est une patinoire piscine, qui est de l'autre côté de la ville, juste à côté de la Maison de la Culture, là où il y a la 2e exposition Urasawa cette année. Et c'est un complexe sportif. Amiens, en sport, est surtout réputé justement pour la nage. Jérémy Stravius fait partie des pépites qui sont sorties ici. Et pour le hockey sur glace. Et donc à l'époque, on était dans un gymnase pendant 2 ans, sur la patinoire hors glace pendant 2 ans. Et puis après, dans les locaux de l'université, il y a une grosse université à Amiens. C'est chouette dans cette ville, il y a 27 000 étudiants pour 135 000 habitants. Donc ça donne un vrai dynamisme à la ville. Et on a été pendant 18 ans dans les locaux de l'université. Ok. Et là, vous êtes donc maintenant à la Hall Fraissinet depuis... Voilà. Depuis 2018. D'accord. Hasard de l'histoire, Zep avait accepté de faire l'affiche avant de savoir. Donc nous-mêmes nous sachions qu'on allait avoir un nouvel endroit. Et donc l'ouverture de cette halle Fraissinet que le public amiénois ne connaissait que de l'extérieur, et la concomitance avec le fait que ce soit Zep a fait que tout de suite ça a explosé, à la fois en public, plus 40% sur cette première année, et puis également en capacité pour nous, à tout ce qu'on avait appris à faire en termes d'exposition, on pouvait le déployer à un seul endroit. Et ce qui était illisible dans les locaux de l'université, on était sur 9 étages, plein de bâtiments différents, est devenu d'un seul coup quasi évident en mettant tout au même endroit. Okay. Et dans cette halle, il y avait quoi au départ ? Alors c'était ce qu'on appelle une halle de colisage, une halle Cernam. Okay. Les trains rentraient, on ouvre les portes latérales, on sort les choses, et puis d'autres trains viennent chercher, ou des camions, puisqu'il y a toute une zone dans laquelle on a des sorties camions. Donc au moment où on commence en 18, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que la ville a racheté, et peut-être 7-8 ans qu'il n'y a plus d'activité professionnelle dedans. D'accord. Et c'est la seule manifestation qu'il y a à l'intérieur ? Alors il se trouve que comme ça fait 7300 mètres carrés, il n'y a pas de structure en ce moment sur Amiens qui est les reins ou qui est osé à ce jour s'y attaquer. Et alors ça a eu un avantage pour nous, c'est qu'on peut laisser les expositions pendant plusieurs semaines. Donc dans un premier temps, on faisait notre temps fort et on ouvrait quelques semaines pour que les gens viennent voir les expos. Et puis pour 1001 raisons, on a eu l'idée de faire un deuxième temps fort, donc week-end d'ouverture, week-end de clôture, et au milieu, 1 ou 2 semaines avec juste les expositions, les librairies et les étudiants. Parce que ça c'est une grosse caractéristique à Amiens aussi. L'université de Picardie Jules Verne s'est intéressée à ce qu'on faisait, nous a demandé de faire ce qu'on appelle un DU, un diplôme d'université dans un premier temps, puis une licence 3, et puis un master 1, un master 2. Et là pour la première année on a nos 3 promotions. Il y a près de 45 élèves chaque année qui s'intéressent au métier des autrices et des auteurs de bande dessinée. Mais cette organisation doit quand même, j'allais dire utiliser, mais il doit y avoir beaucoup de bénévoles pour être présent déjà les week-ends, mais aussi tout au long des 3 semaines, enfin des 2 semaines, des 3 week-ends et 2 semaines. Oui, il y a du bénévolat et de l'usure. Et puis les salariés aussi, qui sont très motivés. J'ai une équipe extrêmement militante. Donc il y a 19 personnes à plein temps sur le pôle, qui ont certes d'autres fonctions tout le reste de l'année. Ils sont en département éducatif, sur une maison d'édition, en lien avec les auteurs, les autrices, à accompagner le diplôme universitaire, puis tout ce qui est de l'administration évidemment. Mais au moment du festival, tout le monde se met là-dessus. Et puis on a des régisseurs qui arrivent, une scénographe, des gens pour l'accroche. Enfin bref, il y a toute une équipe qui se mobilise autour de la manifestation, plus des bénévoles. Et ça, c'est peut-être... Je sais pas si ça ressemble à une réussite, on pourrait en témoigner ou pas, mais
une des réussites, c'est aussi d'avoir gardé la dimension bénévole. Alors que quand il y a eu un premier salarié, deuxième salarié, on aurait pu avoir une sorte de hiatus entre les gens qui sont payés pour les faire, les gens qui ne le sont pas. Et le bureau, les bénévoles ont réussi toujours à articuler très très bien la défense des intérêts des uns et des autres pour qu'ensemble on fabrique le projet. Donc aujourd'hui on est à peu près sur 150 personnes badgées à l'organisation, donc entre la vingtaine de salariés et 120-130 bénévoles. Et c'est des bénévoles qui habitent Amiens, c'est des bénévoles qui viennent d'un petit peu partout? Normalement, ils habitent dans le coin parce que c'est simple, sauf qu'on en a pas mal qui déménagent pour des raisons professionnelles et reviennent. On en a Séverin qui est là depuis, je sais pas, 20 ans. Chaque année, il prend ses congés la semaine d'avant, il fait toute la semaine des scolaires et il est là tout le temps et il habite à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Et c'est pas le seul. Si on parle des expositions qu'il y a cette année durant le festival, déjà l'organisation, enfin la mise en place, qui c'est qui s'occupe de tout construire, tout ce que vous montez? Alors d'abord on a une cellule artistique composée de bénévoles, de représentants des salariés et dirigée par notre bureau, président, trésorier et secrétaire. Et c'est là que tous les gens qui ont des projets amènent leurs envies. On s'assure de leur compatibilité, pas avoir 3 expos sur le western ou 3 expositions sur des mangaka la même année. Et quand on a un équilibre de plateau qui nous plaît bien, ensuite, chaque commissaire d'exposition affine son projet et on a derrière des compétences en interne. Aujourd'hui, on a parmi les bénévoles, on a quelqu'un qui sort de l'école Boulle, l'école d'ameublement parisien, qui est capable de transformer des planches de sapin de 3 mm d'épaisseur en des choses en volume. Il fait ça très très bien. Il fait pas tout. Et puis après, on a également une équipe assez formidable qui s'appelle La Courte Échelle. C'est un collectif d'artistes et d'artisans qui habitent à proximité et qui se sont aussi enthousiasmés pour le projet. Ce sont eux qui fabriquent les vagues, les cloisons, qui changent l'architecture d'une année sur l'autre, qui font les peintures, qui font des fois des monstres qui sortent des profondeurs de la halle pour simuler des kaiju dans l'exposition au Urasawa. Donc il y a toute une foule de compétences diverses dans les équipes. Okay. Et quelle exposition t'aura le plus marqué dans tous les festivals que t'as suivis, que t'as organisés? Oh là 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 là. Je peux aller quelque part, je peux tenter quelque chose. Évidemment que d'avoir travaillé avec Enki Bilal, d'avoir travaillé avec Paul Gillon, d'avoir travaillé avec le matériau de Jiro Taniguchi quand il a fait l'affiche en 2007, avec Frédéric Peters dont j'adore le travail, avec Guarnido qui est devenu un proche de la structure parce qu'il a remporté un prix éducatif, qu'il a fait des dessins pour nous, on avait 120 originaux dans 2 expositions. Mais l'exposition un peu ultime pour moi qui était à la fois complexe et qui est la dernière grande sur laquelle j'ai travaillé parce que je suis plus sur des questions d'organisation générale maintenant, c'est Black et Mortimer avec l'album de François Skeuten et Benoît Peters où entre autres choses on avait travaillé sur toute la recherche que François a faite sur la pyramide de Khéops avec des scientifiques pour identifier une pièce secrète. Il y avait toute une zone autour de ça. Il y avait un siège de simulation également de sentiments acoustiques dans la grande pyramide et il y avait une pyramide inversée de 7 mètres de haut qui se reflétait dans de l'eau au sol et donnait l'impression que cette pyramide, dans le bon sens, était également présente dans le sous-sol. Je pense que c'était un peu on avait poussé ce bouchon extrêmement loin et il nous a prêté à l'époque pour le dernier pharaon, donc il nous a prêté à l'époque près de 60 planches. Je crois que c'est la seule grosse exposition qui a eu lieu sur le dernier pharaon parce qu'on a la confiance de François et on est ici à deux pas de 13 tonnes de bronze du Nautipoulpe qu'il a inventé et sa confiance, le fait qu'il m'ait laissé la scénographie aussi, lui qui est scénographe et qui ne laisse pas souvent des scénographies, donc c'est 20 ans de travail et de proximité et puis l'ambition, ce truc, oui j'en ai des souvenirs émus. Tu as aussi monté une structure d'édition. Est-ce que tu peux nous parler un peu des éditions de La Gouttière? Bien sûr. Très rapidement, parmi les choses qu'on a fait, on a fait des formations pour des adultes, des enseignants ou des bibliothécaires. Rapidement, on a aussi voulu sur le festival qu'il y ait des expositions jeunesse interactives pour impliquer le jeune public qui sinon traverse des expos quand c'est trop visuel ou textuel. Donc on avait des compétences sur le sujet, sur les questions de transmission, médiation et le travail sur la BD jeunesse parce qu'on est en plus dans une ville très très familiale. On est la ville la plus jeune de France, des villes de plus de 100 000 habitants. Et donc voilà, on s'intéressait à ces sujets-là. Et des auteurs nous ont dit
vous avez l'air d'avoir des compétences là-dedans qui font que peut-être vous pourriez aller sur le domaine de l'édition. Alors on a repoussé l'idée 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en se disant on peut pas être à la fois une manifestation qui invite et une manifestation qui produit des livres. Et puis après on s'est dit, avec les compétences qu'on a en médiation, on a parlé hors caméra tout à l'heure d'une structure qui diffuse des expositions, avec ces compétences-là peut-être qu'on pourrait envisager de faire un livre par an et à chaque fois de fabriquer une exposition qui lui donne une durée de vie plus longue, des fiches pédagogiques, des fiches d'activité, des tables lumineuses, des kamishibai. Et donc on a commencé comme ça, avec un livre par an en 2009, Petite souris, grosse bêtise, de Loïc Dauvilliers et Alain Cocor, qui est sur le festival ici bien des années plus tard, et avec ce formidable Simon et Lucie, ce bouquin incroyable. Et on en a fait un l'année suivante avec Riff Rebs, La carotte aux étoiles, un livre qu'il avait vendu à un éditeur québécois qui avait fait faillite. Et on se disait, on en fera un par an, et donc on faisait une petite expo. Mais ces livres-là ont, bizarrement, je ne sais pas, attiré l'attention d'auteurs. Et dès la 3e année, on a eu des propositions sexy, la série Anouki aujourd'hui, qui est devenue après Petit Poilu une série référence pour la bande dessinée muette. Et puis un jour, Joris Chamblin nous a proposé Enola et les animaux extraordinaires, qui a eu un succès commercial important, qui nous a permis de développer la structure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les 19 personnes du pôle, j'en ai 4 qui travaillent à produire des bandes dessinées muettes pour les tout petits, au format un peu à l'italienne pour les jeunes lecteurs avec texte. Il y a Sous les arbres de Dave ou Anya par Didier Chris. Et puis des bandes dessinées pour pré-ado, si on doit qualifier les choses, mais des bandes dessinées tout public en fait. Et donc on travaille sur ces 3 gammes en s'interdisant d'aller au-delà ou d'aller souvent au-delà, parce qu'on pense qu'on a un champ de compétences là et qu'il y a bien assez de production par ailleurs dans le reste du monde. Et déjà un gros catalogue. Et déjà un gros catalogue avec près de 160 titres publiés aujourd'hui, et c'est une belle aventure aussi. Et combien de nouveaux livres par an ? Une quinzaine. Et quelques succès retentissants. En 2016, le tome 2 de la série Super de Bopomé et Daoud est élu meilleure bande dessinée de l'année par la CBD, meilleure bande dessinée jeunesse de l'année par l'Association des critiques de bande dessinée. Incroyable, 2 ans plus tard, Les Crocs, tome 1 de Léa Mazet, à son tour, est élu meilleure bande dessinée. On croyait qu'on était les rois du monde, qu'on aurait le prix tous les 2 ans. Depuis, ça s'est calmé. Mais c'est Les Crocs de Léa Mazet. Les droits, sessions audiovisuelles ont été achetés, et souvent ça arrive, les options audiovisuelles, et puis après le film ne se fait pas, et bien là il se fait, il sortira en août prochain en Espagne, produit par Alex de la Iglesia, qui est le grand spécialiste du thriller en Espagne, et qui a trouvé dans ce thriller jeunesse des crocs la matière pour faire un film avec acteurs. Donc voilà, l'aventure va vraiment dans toutes les directions aujourd'hui. Cette année, un des très grands, enfin l'invité principal, on va dire, du festival, Naoki Uruzawa, est venu, a fait l'affiche, est venu, a fait une très belle exposition, a fait un concert. Comment est-ce qu'on fait venir un auteur aussi connu, aussi grand, qui vient d'aussi loin ? Je peux pas dévoiler des secrets comme ça. Ça marche. C'est pas possible. Ça restera entre nous. Voilà, si personne ne filme alors, ça marche. C'est bon, ça va. Alors, il y avait eu Taniguchi en 2007. Et à l'époque, quand on m'avait demandé, alors, il n'était pas venu, hein, et le projet y avait été, il n'était pas venu. On m'avait demandé comment on fait, et j'avais dit, c'est Jean-David Morvan qui m'avait aidé à trouver cette réponse, il faut lui demander. Donc déjà, c'est la première chose à faire. Et pour Taniguchi, on a presque fait que ça. Mais on avait un intermédiaire sur place, un agent, Thibaut Desbief, qui était un ami de Jean-David Morvan, qui nous avait dit qu'il avait un projet de bande dessinée avec lui. On a demandé directement à Thibaut, qui a demandé directement à Taniguchi, et ce dernier a dit pourquoi pas. Donc on a eu une affiche des originaux. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça avec l'industrie des mangas. En 2022, l'affiche a été réalisée par Denis Bachram, dans le cadre d'abord de notre amitié de longue date, de près de 25 ans maintenant, et de certains combats syndicaux qu'on a pu mener ensemble. Et donc cette exposition était portée sur Goldorak, le travail fait avec Xavier d'Horizon, avec toute la bande. Et donc les éditeurs de Cana sont venus et ont adoré l'exposition qui est restée 4 mois à la Maison de la Culture, qui était monumentale, qui était très réussie. Et c'est pas nous qui l'avions faite, hein, c'est-à-dire c'était en coproduction et en soutien à la Maison de la Culture. Et ils nous ont dit si vous avez des envies, si vous avez envie de jouer avec nous un jour,
on peut y aller là, ce que vous faites là c'est tellement convaincant. Et on leur a dit que notre fantasme, et il existait, c'était d'inviter un jour Naoki Urasawa, pas n'importe qui, mais de l'inviter lui, parce que, en ce qui me concerne, c'est l'homme qui a été le fondateur de mon appétit pour les mangas, j'ai envie de dire conventionnels. C'est la première bande dessinée que j'ai lue dans le sens de lecture japonais, parce que avant c'était pas ma culture, c'était pas ma génération. Donc j'ai fondu de plaisir, de bonheur, de jubilation. J'ai lu 20th Century Boy, j'ai lu Pluto, enfin Happy et tout le reste derrière. Et donc j'aurais trouvé ça génial. Et Kana m'ont dit on va essayer ensemble, on se porte garant pour vous, mais soyez certains que les probabilités sont extrêmement faibles. Okay. Et puis un jour, on nous a parlé d'une liste de 70 festivals dans le monde ou festivals ou manifestations qu'il avait invités. On était dedans. Un jour, on nous a parlé d'une liste de 3, et un jour, on nous a dit 2025, c'est pour vous. Et voilà, il est là, il est encore là à l'heure où on parle. Il doit être en train de visiter son exposition avec un micro HF et aller de pièce en pièce et commenter ce qu'il est en train de découvrir. Et c'est intéressant parce que ces visites d'exposition, on les fait souvent avec des auteurs, mais on ne le fait jamais avec un auteur qui découvre l'exposition. Okay. Et il a retardé sa visite de l'exposition pour faire la visite commentée en temps réel. En temps réel. Pourvu qu'il n'arrive à rien. Donc le festival dure sur 3 week-ends. On est fou. Hein. Et 2 semaines, complètement fou. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer les 2 prochains week-ends ? Alors le prochain week-end, la halle s'ouvre à nouveau et il y a toutes les expositions évidemment. Il y a tous les étudiants aussi, puisqu'il y a ces 3 générations d'étudiants, L3, M1, M2, donc près de 45 étudiants qui vont animer à la fois leur zone d'exposition mais aussi des ateliers. Il y aura des médiateurs et il y aura les librairies. Okay. Et là je peux t'assurer qu'on aura un public nombreux qui est venu ce week-end, qui n'a pas eu le temps de les regarder parce qu'ils sont pris par les propositions avec les auteurs, qui va revenir, qui va acheter les bouquins qui étaient déjà indisponibles. On parlait tout à l'heure de la bande dessinée Vert de Lacan et Besançon qui est en épuisement alors qu'ils avaient pris un stock costaud, donc c'est vraiment super. Et donc ça c'est ce qu'on appelle nous de façon un peu pompeuse notre week-end muséal. Okay. On se comporte un peu comme un musée, mais un musée déjà vivant avec les animations, avec les étudiants. Et puis 3e week-end d'animation, notre week-end de clôture, cette fois-ci avec l'aide des maisons d'édition. On coproduit avec eux une réouverture d'un festival à peu près de la même taille, en nombre d'auteurs, 70 auteurs environ, mais qui cette fois sont invités de façon plus collégiale et à l'initiative des éditeurs qui nous disent on a ça comme nouveauté, on a ça comme enjeu, est-ce que tu crois que, est-ce que vous croyez que. Et dans cette entente-là, on arrive à créer un 2e festival pour un surcoût de manifestation, effectivement d'à peu près 10% du coût de la manifestation, mais on a un 2e festival gratuit entre guillemets, et quelque chose d'unique en France, à ma connaissance ailleurs, un festival qui dure en vrai 3 semaines, puisque là, au moment où on parle, ça fait déjà 1 semaine que les scolaires sont rentrés le lundi 2 juin et on fermera le 22. Ok. Et rendez-vous à Amiens tout le mois de juin.